Messieurs, dames, bonjour à vous. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette année 2023. Alors, je me présente, donc je m'appelle Julien Honora. Je travaille comme enseignant-chercheur, maître de conférence en art et design à l'Université de Toulouse, plus exactement dans une école de design à Montauban, et je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le LARA CEPIA, qui est un laboratoire de recherche en audiovisuel dans une équipe qui s'appelle CEPIA, qui veut dire savoir, praxis et poétique en art. Alors, à l'invitation de Catherine Monoz et de Cannes Université, j'ai mis en place un cycle annuel de conférences, c'est-à-dire c'est une conférence par an en fait, qui traverse le grand champ disciplinaire de la science et de la technique. Et chaque année, donc, je propose une réflexion qui part soit d'un appareil, soit d'une pensée autour de la technique. Alors, il y a 3 ans, en fait, c'est la 3e édition, en fait. Il y a 3 ans, j'ai commencé avec le smartphone, en interrogeant le paradoxe entre la solitude et la socialité que générait cet appareil. L'année dernière, j'ai fait une conférence qui avait pour titre « Avec le design, sommes-nous tous des artistes ?» Et cette année, l'intuition de départ, qui est fortement appuyée par la thèse du philosophe allemand Walter Benjamin, mais on verra que c'est quand même une intuition, j'ai une intuition, je pense, aussi un petit peu différente. C'est une intuition par rapport à l'imagination qui serait en quelque sorte bouleversée par l'apparition de la photographie, de cet appareil qu'est la photographie. Alors c'est une réflexion qui peut paraître un petit peu obsolète, en quelque sorte, puisque la photographie s'est inventée il y a 2 siècles quand même, mais on verra en fait que c'est une réflexion qui est toujours d'actualité. Alors j'avais mis sur le site de Cannes Université un petit résumé, si on pourrait dire plus que c'est un pitch, c'est très très court comme résumé. Et dans ce résumé, je disais que la photographie instaure un écart radical entre le geste et l'image, et que cet écart radical entre le geste et l'image déclenchait une modification par rapport à la structure de l'imagination. Et l'idée, c'est d'interroger les conséquences de cette modification, c'est-à-dire que si l'imagination est plus volatile avec la photographie, on peut aussi dialectiser la chose en s'interrogeant sur un déplacement aussi de cette imagination dans une matérialité qui serait celle des appareils, mais cette matérialisation dans le design des appareils ne serait pas le discours institué. Le discours institué sur la photographie est un discours qui est beaucoup plus mental et qui concerne beaucoup plus l'image que l'appareil photographique. Alors c'est ça que je vais essayer un petit peu de fouiller. Pour ce faire, j'ai commencé par m'interroger sur finalement où en est l'imagination, qu'on pourrait appeler l'imagination artisanale, avant l'apparition de la photographie. Et il se trouve qu'avant la photographie, on évolue dans un monde qui est dominé d'un point de vue iconologique et iconographique par la peinture. La peinture a directement à voir avec notre imagination, et je pense, c'est un peu la thèse que je vais développer ici, que ce qui est sollicité dans notre imagination lorsqu'on regarde la peinture ou lorsqu'on fait une peinture n'a plus rien à voir avec ce qui est sollicité lorsqu'on regarde une photographie. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'on est quand même, nous les êtres humains, on évolue dans une civilisation où la peinture est beaucoup plus longue d'un point de vue historique que la photographie. Donc nous avons des habitudes de regardeurs qui viennent du monde de la peinture. Et donc ces habitudes, qu'est-ce qu'on en a fait en fait, et comment ça s'est passé avec la photographie. Voilà l'idée. Alors d'abord, petite incursion donc, dans ce monde de la peinture.
je me suis basé sur la définition que donne Alain, le philosophe Alain, qui est un philosophe du début du XXe siècle, sur l'imagination. Alain a développé des ouvrages par rapport aux beaux-arts. Il y a le système des beaux-arts, il y a 20 leçons sur les beaux-arts, qui sont des très beaux textes qu'on peut trouver dans sa Pléiade. Et Alain nous dit que l'imagination est mouvement. Ça peut paraître simple comme idée au départ. Il nous dit que tout dessin, en fait, dessine la trace d'une action. Et que lorsqu'on regarde une ligne, nous-mêmes spectateurs qui avons déjà fait des lignes, nous percevons cette ligne parce que nous avons l'expérience d'en faire une. Il nous dit aussi que l'arc porte en creux la trace de la main. Il nous dit aussi que palper, c'est déjà sculpter. Et que l'artisan trouve mieux qu'il avait pensé dès qu'il essaye. Donc en fait, il développe une idée que va aussi développer Paul Valéry à peu près à la même époque, que l'exécution d'une œuvre est l'œuvre, et non pas son résultat. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde une peinture, ce qu'on regarde, c'est le geste du peintre. Alors là, bien évidemment, moi, j'adore Rembrandt, donc je me suis régalé à mettre quelques images, quelques reproductions de ce peintre. Et la touche, en fait, de Rembrandt, la touche picturale, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, si vous avez pu voir des tableaux de Rembrandt, je vous y encourage, si vous aimez ces questions. C'est vraiment un moment de méditation intense quand on regarde un tableau de ce peintre, parce que, en fait, on est confronté directement à la matière qu'il a déposée sur la toile il y a plusieurs siècles, et à la manière dont il l'a déposée. Et c'est cette manière, en fait, avec laquelle on rentre en contact. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde une image, on regarde une manière d'imaginer. Ça, c'est vraiment la base. C'est le point de départ de l'imagination. Et d'ailleurs, ce que dit Alain dans ses textes, je le cite encore, il dit « L'imagination est une, elle se touche continuellement ». C'est-à-dire que, il faudrait aussi peut-être parler de Diderot très rapidement, mais je n'ai pas le temps. La civilisation humaine est une masse, en fait, d'imagination qui se touche continuellement. C'est-à-dire tous les êtres humains, c'est le creuset humain. Hein, c'est la fameuse expression, le creuset humain, d'un point de vue littéral. C'est-à-dire que nous creusons tous quelque chose et nous nous comprenons tous à partir de ça. Hein. C'est-à-dire que, c'est ce que dira aussi Platon par rapport au déjà-vu. Hein, c'est-à-dire que nous voyons les choses parce que nous les avons déjà vues. Nous sommes tous d'accord ensemble sur une manière d'imaginer. Alors ça, c'est la grande époque de l'imagination. Et c'est dans ce creuset-là que va arriver la photographie. Alors la question que je me pose aujourd'hui, c'est justement qu'est-ce qui se passe en termes de bouleversement, en quoi ça nous impacte et quelles sont les conséquences de cette arrivée de la photographie dans le champ de l'imagination. Voilà l'idée. Alors, c'est une question qui n'est pas, en fait, très compliquée. Je vais garder le fil que je déroule, qui est un fil de plasticien, puisque je ne suis pas un historien d'art, je ne suis pas un philosophe, je suis enseignant-chercheur en art, et je suis plasticien. Donc je réfléchis vraiment à partir de la cuisine des images, de la fabrique des images. Donc je vais garder ce fil-là. Bon, j'avais pris pour le confort visuel quelques œuvres d'art, quelques peintures contemporaines aussi, de Soutine, de Lucian Freud, avec cette histoire de touche, mais aussi de Philippe Cognet, qui est un peintre très contemporain. Mais bon, je pense avoir assez bien montré cette histoire de touche, donc je ne vais pas en montrer plus que ça pour l'instant, et je vais aller directement sur la photographie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous parle très rapidement d'un artiste contemporain qui s'appelle Angel Vergara, qui est un artiste belge, qui a exposé il y a une dizaine d'années maintenant à la Biennale de Venise, et qui a développé un travail sur la relation entre la peinture et la photographie. C'est un travail qui est dans la tradition belge, au niveau art contemporain, c'est-à-dire qui est assez explicite et des fois caricatural, et qui ne manque pas d'humour. Et dans ce travail, en fait, ce que fait Angel Vergara, c'est qu'il essaye de montrer que la peinture, en fait,
ne rentre pas dans la photographie, ne participe pas de la photographie, et il va même faire un travail assez explicite où en fait il montre des vidéos qui renvoient à des sujets de peinture classiques, et au premier plan de la vidéo on voit une main avec un pinceau qui est en train de peindre sans peinture en fait une image photographique. Donc ce décrochage ou ce décalage, ou un petit peu comme si on enlevait une couverture en fait, ce que fait Ángel Vergara, c'est qu'il dit à l'époque de la photographie, le geste du peintre avec son pinceau demeure, mais en quelque sorte, il est devenu transparent. Alors, la transparence, c'est une notion à laquelle je me suis aussi beaucoup intéressé. C'est-à-dire qu'en fait, on peint sans peinture. Et on peint sans peinture parce que la photographie ne fonctionne plus avec la fabrique de la main. C'est-à-dire que je ne fabrique pas une photographie avec ma main. Donc, si je ne fabrique pas une photographie avec ma main, mais que j'évolue dans une civilisation de l'imagination artisanale, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on perd dans la photographie et qu'est-ce qu'on gagne? Grosso modo, c'est la question que je me pose. Alors, pour parler, pour entrer dans la photographie, on ne peut pas ne pas citer une personne qui s'est énormément intéressée à ça, qui est un sémioticien, écrivain, littéraire, poète, Roland Barthes. Et Roland Barthes, il a essayé de qualifier la photographie dans les années notamment 70. Et il a regardé les photographies du 19e siècle. Notamment là, vous avez toute une série de photographies qu'a fait Nadar, qui est un des premiers véritablement photographes d'auteurs, c'est-à-dire qu'il conviait des artistes dans son studio. On est en 1840, 1850, et Nadar, il convie Baudelaire, il va convier Balzac, il va convier Sarah Bernhardt, et avec son daguerréotype, qui est, là c'est Victor Hugo par exemple, Baudelaire, avec son daguerréotype, qui est une vieille, voilà, Sarah Bernhardt, Balzac, avec cette boîte qui est le premier appareil photo qui a été industrialisé, il va donc faire des portraits de ces artistes. Et ce que Roland Barthes remarque, c'est que ce qui lui paraît extraordinaire dans la photographie, c'est que c'est un message sans code. C'est l'expression qu'il va utiliser. C'est-à-dire qu'à la différence du langage, qui articule un signifiant et un signifié, la photographie ne repose pas sur un lien arbitraire avec la réalité, mais sur un lien naturel. C'est-à-dire que c'est une empreinte lumineuse, mais qui va quand même nous faire accéder à une signification. C'est pour ça qu'il dit que c'est un message sans code. Et il utilise une autre expression qui est très très fine, notamment en regardant les photographies de sa mère jeune, qui vient de décéder. Donc il se livre à une expérience comme ça un petit peu émotionnelle. Et Roland Barthes dit que en fait, il y a un cordon ombilical qui relie en fait la personne qui a été photographiée à la personne qui regarde la photographie. Et que ce cordon ombilical, en fait, c'est l'empreinte lumineuse. C'est-à-dire qu'au moment où moi je regarde cette photographie de Sarah Bernhardt, le tracé lumineux qui va atteindre mon regard est rempli d'une spectralité qui part du corps même de la personne qui a été photographiée. C'est pour ça que la photographie est un acte magique, spectral, qu'à l'époque aussi, au XIXe siècle, on va avoir tout un courant spirit qui va se développer, notamment en Angleterre, par rapport aux fantômes, c'est-à-dire qu'on veut essayer d'attraper les fantômes avec la photographie, etc. Il y a toute une spectralité qui se joue, c'est-à-dire que là où la peinture me relie par la matière au geste, à la main de celui qui a peint, la photographie me relie par la lumière, non pas à celui qui photographie, mais à celui qui a été photographié. Et dans ce déplacement, dans ce dédoublement, on perd quelqu'un. C'est-à-dire qu'on perd le geste de l'artiste. Et cette question est fondamentale. C'est-à-dire que devient l'imagination si le geste de l'artiste se déplace, se délocalise en fait, dans un appareil?
Est-ce que ce geste va se mentaliser, va se structurer plus qu'en image, qu'en comportement? C'est un petit peu ce que je veux développer, en fait, très rapidement dans cette conférence. C'est un peu l'idée. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien montrer quand je parle de ça. C'est une œuvre d'un artiste contemporain qui s'appelle Bertrand Lavier. D'ailleurs, je l'ai mis en affiche. Là, vous avez une autre, j'en ai mis un autre aussi. Donc, Bertrand Lavier est un artiste contemporain qu'on qualifie de sculpteur, qui a développé un geste qui consiste à patiner et à recouvrir de matière des objets. Et là, en fait, il recouvre de matière un appareil photo, un appareil argentique, qui donc fait encore partie de l'époque où la photographie était une empreinte, un cordon ombilical, comme la plaque où on déposait du gélatino-bromure d'argent. La pellicule en gélatino-bromure d'argent est un espace physique chimique qui a été impressionné par le spectre de la personne photographiée. Donc Bertrand Lavier, lui, là, on est sur un appareil argentique, on est sur l'appareil qui est de l'ordre de l'imagination photographique. Et ce que j'aime bien dans cette image, c'est qu'elle nous dit que quelque chose du geste de l'artiste n'est pas passé dans l'image photographique. Quelque chose du palpé, c'est déjà sculpté d'Alain, d'accord, est resté sur les portes de l'appareil. C'est-à-dire que lorsque je touche mon appareil photo et que je déclenche, lorsque j'appuie sur les déclencheurs de l'appareil photo, je fais un geste de percussion, qui est un geste de sculpture, d'un point de vue anthropologique, puisque la percussion et la préhension sont les deux grands gestes anthropologiques. Donc je percute mon appareil photo. Mais cet espace sculptural, qui, à l'époque de la peinture, intégrait la touche même de l'artiste, donc son style, va disparaître avec la photographie. Donc, l'esthétique photographique ouvre, en fait, à une autre dimension. Et ce que je veux essayer de montrer très rapidement, c'est que cette dimension, c'est celle de notre siècle, du XXe siècle et du XXIe siècle, mais il y a aussi peut-être eu disparition ou tromperie à un moment donné sur quelque chose. C'est-à-dire que je pose aussi un doute. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce nouveau régime photographique ? J'ai parlé du cordon ombilical, mais il faudrait parler du temps dans la photographie, parce que cette spectralité renvoie à une temporalité. Alors, pour parler de ça, les esthéticiens en photographie ont coutume d'utiliser une autre photo très connue, qui est un daguerréotype aussi, qui a été fait par Daguerre, donc, qui donc, si vous connaissez la petite histoire, a volé l'idée à Niepce, parce que c'est Niepce qui invente le procédé de la plaque photographique. La chambre noire existe depuis fort longtemps, mais c'est Daguerre qui va lui piquer l'idée, qui va l'industrialiser. Bon. Et donc, nous avons ici une photographie du boulevard du Temple à Paris, qui est prise entre midi et 16h, une heure d'affluence, où les nombreuses voitures, enfin les calèches à l'époque, on les appelle les voitures, les nombreuses voitures circulent sur le boulevard, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il n'y a personne. C'est-à-dire que les temps de pose photographique sont beaucoup trop lents, sont beaucoup trop lents pour que le mouvement, la vitesse, le mouvement, rappelez-vous l'imagination, le mouvement dont parle Alain, ait le temps de se fixer sur la plaque. Alors, pourquoi on prend cette photographie ? Elle est paradigmatique parce qu'il y a un endroit de la photographie, quand même, ici, où on voit un cireur de chaussures avec son client qui ont eu le temps d'être capturés, figés, en fait, par le procédé photographique. Ça veut dire aussi que la photographie, ce que va me montrer la photographie, est une structure spatiale lumineuse, donc complètement immatérielle, en fait, qui va dépendre d'un certain nombre de contraintes techniques, de procédés techniques, dans lesquels la trace de la main du photographe n'est pas présente. C'est une autre trace qui apparaît, qui est devant moi, qui est la trace du monde, en fait, et qui n'est pas derrière moi, qui serait la trace de l'artiste.
Donc ce déplacement de la matière à l'espace, parce que finalement, si on résume, ça pourrait être cette idée, est un déplacement qui va être un déplacement de civilisation. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ce transfert, on ne peut pas bien comprendre ce qui va se passer dans l'imagination au XXe siècle. Il y a une autre occurrence qui est intéressante. Oui, je voulais aussi vous montrer ça. À l'époque, les temps de pause, donc par exemple, lorsque Baudelaire pose pour Nadar, lorsque Sarah Bernhardt pose pour Nadar, ils sont assis sur ce truc-là, qui en fait est une chaise appuie-tête, qui leur permet de maintenir le cou en fait très fixe pour pouvoir avoir une photographie nette, parce que les temps de pause sont terriblement longs. Il faut rester assis pendant 1 heure pour avoir une photographie à peu près nette. Mais ce qui est intéressant et fascinant, c'est que lorsque on regarde une photographie dans notre société, on ne nous dit pas que la photographie est la trace mobilière d'un appareil. On nous dit que la photographie est une image qui a enregistré une personne, d'accord ? Sauf que ces deux expressions, trace mobilière d'un appareil et photographie d'une personne, sont en fait le recto et le verso d'une même idée. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui me questionne de mon point de vue de chercheur, c'est pourquoi on a attribué plus d'importance à l'idée qu'une image photographique, c'est une personne, qu'à l'idée qu'elle était la trace mobilière d'un appareil. Alors qu'on vient d'un monde qui est celui de la peinture, et donc on vient d'un monde où, finalement, l'appareil gestuel, c'est-à-dire la main du peintre, était quand même celle qui sculptait la matière dans le tableau. Bon, ça, c'est une question que je me pose, mais je n'ai pas la réponse. Et j'essaye de comprendre, en fait, pourquoi ça fonctionne comme ça dans notre société. Hein. Grosso modo, c'est l'idée. Alors, il y a autre exemple, hein, je vous montre très vite, c'est très parlant. Vous avez un photographe à la fin du XIXe siècle qui s'appelle Disdéry, Alphonse Disdéry, qui est quelqu'un qui est très marketing, très commercial, très mercantile en fait, et qui va en fait, à l'époque, le tout Paris, les notaires, les bourgeois, etc., veulent se faire des cartes de visite. Et Alphonse Disdéry, il va inventer la carte de visite. Sauf que pour gagner du temps et pour ne pas perdre d'argent au niveau de ses plaques photographiques, il va inventer, en fait, il va modifier la structure du daguerreotype, il va inventer, en fait, un appareil avec plusieurs focales qui permet de prendre sur une seule plaque plusieurs vues. D'accord ? Sauf que, effectivement, quand on regarde la photographie elle-même, le cadre, la structure géométrique que va générer, la partition que va générer, en fait, cette modification d'appareil, on ne la lit pas comme une trace de l'appareil. On la lit tout simplement comme une série de personnages photographiés. Donc, pourquoi on oublie ce pan de notre imagination, qui est un pan, grosso modo, de l'imagination appareillée, de l'imagination technique ? C'est une question qui est une question, en fait, quand on regarde l'histoire de l'art, qui a intéressé beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'image photographique décide, parce que c'est une décision, en fait, économique, parce que la photographie fascine, c'est comme le cinéma, donc il y a toute une économie de la fascination de l'image qui se développe, et pendant qu'elle se développe, en fait, on perd une partie de l'imagination qui est celle de l'appareil. Cette question, c'est une question que va se poser Walter Benjamin, puisque la thèse de Walter Benjamin, qui a écrit l'ouvrage de référence par rapport à la photographie, c'est un ouvrage qui date de 1930, mais qui a plusieurs éditions, puisqu'il a augmenté le texte. L'œuvre d'art a l'air de sa reproductibilité technique. Et Walter Benjamin est le seul philosophe, à proprement parler, qui a, au début du XXe siècle, théorisé en se disant, mais finalement, la photographie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça change ? Et la thèse à laquelle il arrive, et grosso modo, c'est ce que je suis en train d'expliquer, en fait, d'une autre manière, avec d'autres moyens qui sont celui d'un plasticien, ce qu'il dit, lui, en tant que philosophe, c'est que, avec l'invention de la photographie, la valeur de l'œuvre se déplace, l'aura de l'œuvre, son rayonnement,
se déplace de sa valeur cultuelle à sa valeur d'exposition. C'est-à-dire qu'on va quitter le culte, la fascination du tableau, la fascination du geste de l'artiste, et on va aller vers une valeur d'exposition, c'est-à-dire faire art, faire image, c'est montrer quelque chose dans un espace. C'est-à-dire que la photographie va avoir cette espèce d'idéologie de l'espace, de la spectralité, qui élimine en fait le geste, va avoir une influence sur l'art. C'est-à-dire que, autre grande référence dont il faut parler à l'époque, bien sûr, c'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, artiste contemporain, enfin artiste moderne, mais qui est classé aussi dans les artistes contemporains, il va dire, au tout début du XXe siècle, il va avoir un doute, il va se dire, il faut en finir avec la peinture. Il faut en finir avec l'espace rétinien. Moi, je vais abandonner la peinture parce que j'ai conscience que dans mon siècle, quand je regarde toutes les inventions techniques qu'il y a autour de moi, l'imagination ne peut plus fonctionner de cette manière-là. Elle ne peut plus fonctionner en décrétant, c'est un geste dans la matière, avec du talent, d'accord ? Ça a été sculpté dans la matière et il y a du talent. Et ce que va faire Marcel Duchamp, c'est qu'il va commencer à développer une fascination pour des objets de l'industrie, les objets tels qu'ils sont faits, tels qu'ils sont devant moi. Il va d'abord, en référence bien sûr à la photographie, développer ce qu'il a appelé le grand verre, qui est ici, qui est un... Alors, il y a plusieurs répliques de cette sculpture. Vous en avez une à Pompidou, vous en avez une à la Tate Gallery, vous en avez une à New York aussi, au MoMA. Donc c'est un grand verre, comme son nom l'indique, qui reprend la référence explicite à la photographie. Et à l'intérieur de ce verre, Marcel Duchamp va incruster en fait des motifs qui appartiennent à son univers, qui est un univers de fascination par rapport à la mécanique. Vous avez la broyeuse de chocolat, vous avez les pistons de voiture, et en haut, vous avez un maître étalon par rapport à la mesure. Et donc Marcel Duchamp quitte la peinture et se dit comment je fais pour parler des normes de l'imagination aujourd'hui, dans une époque qui est celle de la photographie, de la reproductibilité technique et de l'industrie. D'accord ? Il a aussi écrit des notes à côté du grand verre. C'est quelqu'un qui a réfléchi toute sa vie et qui n'a pas réellement trouvé, en fait, de réponse. Mais il a ouvert des espaces, et c'est quelqu'un qui vit à la même époque aussi que les découvertes très importantes, par exemple comme celle d'Arthur Planck sur la quantité de fréquences par rapport au calcul du poids, au calcul de la masse des atomes, par rapport à la relativité, tous ces trucs-là, par rapport à la thermodynamique, par rapport aux avions. C'est quelqu'un qui est là, Marcel Duchamp est fasciné par tout ça. Et il va dire une chose très intéressante, il va dire, si nous sommes capables, à partir d'un plan en 2 dimensions, d'imaginer qu'il y a la 3e dimension, par la perspective et par l'illusion, on peut aussi imaginer que sur des objets qui sont en 3 dimensions, on peut accéder à une 4e dimension. Bon. C'est de la pataphysique, hein, c'est-à-dire c'est l'idée que les artistes peuvent avoir une espèce d'aspiration à la vérité scientifique. Mais ce qui est très important dans ce que je vais expliquer, c'est que, selon moi, les ready-made de Marcel Duchamp, notamment l'urinoir, le porte-bouteille, la roue de bicyclette, donc des objets très très peu modifiés, soit des ready-made pas du tout modifiés, soit des ready-made un tout petit peu modifiés, c'est-à-dire que là, Marcel Duchamp a mis un nom qui est son nom d'artiste, mais en fait, à l'envers, ça renvoie au fameux « tu m'emmerdes » par rapport à la peinture, puisqu'il avait fait un tableau par rapport à ça. 1917, on a un objet qui est un objet industriel, qui est posé là devant moi, et qui devient en fait un objet sculpture, où le geste de l'artiste, la main de l'artiste, n'a pas façonné en fait la forme de l'urinoir. Je vous passe toutes les références qu'il y a par rapport à ça, puisque c'est aussi un clin d'œil à Alberti avec le tableau et la fontaine et la fenêtre. Il y a plein de trucs à dire, il y a plein de gens qui ont écrit sur... C'est pas le propos de cette conférence. Le propos, c'est de dire que, finalement, un ready-made, c'est peut-être une photographie en 3 dimensions. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'à l'époque photographique,
pour sculpter, en fait, ou pour peindre, il faut accepter de perdre sa main. Comment je fais pour peindre ou sculpter sans ma main? Et on revient sur la question que pose finalement Vergara. Et donc, comment on fait pour accéder à une autre dimension? C'est un peu l'idée. Alors, cette idée, elle est connue, on va la retrouver aussi dans la thèse que va développer André Malraux dans le musée imaginaire. Et en fait, la thèse que développe André Malraux dans le musée imaginaire dans les années 50 est une d'anticipation philosophique à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plus d'images que de réalité, et voir une image aujourd'hui, c'est pas forcément aller dans un musée, c'est la voir dans la tête. C'est-à-dire que ce que dit Malraux, c'est que l'époque de la photographie et l'époque de la reproductibilité a généré un musée imaginaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, quand on va sur Google et qu'on regarde des images, on évolue, on se balade dans un musée imaginaire ou dans un musée virtuel. On n'est plus du tout dans l'expérience physique du tableau. En fait, on est dans une expérience esthétique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de se construire dans notre tête une cartographie imaginaire qui n'est plus exactement reliée à la réalité de la peinture. C'est-à-dire que finalement, on est dans une tromperie. Beaucoup de personnes croient en fait savoir ce qu'est la peinture, alors qu'ils ne vont jamais dans les musées. Et ils se contentent de lire, d'avoir des catalogues d'exposition. Ils ont dans la tête une mentalité, en fait. Et donc cette mentalité, ça serait une mentalité photographique à propos du tableau. Marcel Duchamp, qui avait bien compris ce truc-là, a fait un petit peu à la fin de sa vie ce qu'il a appelé la boîte en valise. C'est-à-dire qu'il a fait un retour sur son travail. Et il a maquetté, il a fait des petites miniatures de tous ces tableaux. Vous retrouvez ici l'urinoir, en tout petit, la broyeuse de chocolat, le nu descendant d'escalier, le porte-bouteille, le à la chocula de la Joconde. Donc, en fait, et là, c'est vraiment un artiste qui a essayé qui s'est adapté à son temps et qui a essayé de comprendre ce que c'était qu'imaginer à l'époque, en fait, de la photographie. Sauf que, si vous voulez, dans cette... ce qui est un petit peu, gênant, et là je vais essayer de dialectiser un peu les choses, c'est que ce qui est gênant, c'est qu'on est dans, quelque part, une idéologie, c'est-à-dire que la photographie a décidé, les gens qui ont écrit sur la photographie, le médium photographique, a institutionnalisé, d'ailleurs il y a une théorie institutionnelle de l'art qui a été développée par Arthur Danto, où on dit qu'une œuvre d'art est une œuvre reconnue comme telle par un groupe, d'accord? Et on pourrait dire le contraire, finalement. Qu'est-ce qui impose que l'imagination soit devenue littéralement photographique et qu'elle se soit débarrassée, en fait, du palpé, c'est déjà sculpté, d'Alain? Qu'est-ce qui devient ce truc-là? Donc ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Mais quand on regarde l'histoire de la philosophie au XXe siècle, notamment la manière dont, je vais très vite, mais la manière dont la phénoménologie telle qu'elle est comprise par Husserl, lorsqu'il dit que toute conscience est conscience de quelque chose, et que donc il dit que la conscience a une intentionnalité qui la renvoie à l'extérieur d'elle-même, quand on voit comment cette idée-là a été interprétée, on voit bien qu'il y a deux grandes écoles, c'est-à-dire que soit vous avez des gens comme Merleau-Ponty qui ont dit que cette intentionnalité allait vers l'espace, en disant que lorsque je vois un tableau, je vois avec lui plutôt que je ne le vois, donc mon intentionnalité, ma visée, me sort de moi-même, et m'amène en fait, il y a une espèce de ligne qui va de mon corps vers l'objet que je regarde. Il va même dire que lorsqu'un aveugle marche et qu'il touche le sol avec sa canne, en fait, il traverse la canne et il touche le sol avec sa main, comme s'il traversait l'objet. Là, on est vraiment dans l'intentionnalité, qui est une intentionnalité qui n'est pas photographique. C'est une intentionnalité qui vient de la peinture, en fait. Et vous avez une autre grande école, qui est celle de Sartre. Où Sartre, en fait, il va développer une critique de la phénoménologie husserlienne en disant que la conscience de la chaise n'atteint jamais la chaise.
la conscience est dans une expérience d'irréalisation et de néantisation. C'est une thèse qu'il a développée dans l'imaginaire et dans l'imagination, dans ces deux ouvrages où il parle de ça. Pour Sartre, imaginer, c'est s'irréaliser, c'est se néantiser en dehors du réel, à tel point qu'on pourrait dire qu'effectivement, il y aurait deux approches, je résume, il y aurait deux approches au XXe siècle de l'imagination, une approche qui serait une approche de l'ordre de l'imagination comportementale, qui renvoie donc du coup à toute cette sortie du tableau dans un espace de travail d'installation, etc., etc. Et il y aurait une imagination qui serait une imagination beaucoup plus mentale et qui renverrait à cette idéologie de l'image qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui, qui nous amène à la télévision, à l'ordinateur, à Netflix, à la protubérance, la saturation. Il y a beaucoup plus d'images que de réalité, comme dit Thomas de Mande. Donc il y a deux grands chemins. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est là que j'en viens vraiment au cœur de cette conférence, c'est que si on jette un coup d'œil à l'histoire de la photographie, la manière dont la photographie s'est constituée comme histoire est une manière qui a été décidée par des historiens qui ont essayé de se dire c'est quoi la spécificité de la photographie. Ça serait un médium différent, et quelle serait sa spécificité, et donc du coup, un nouvel imaginaire, une nouvelle manière d'imaginer. Et donc, il y a des grands jalons. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la première photographie qui est instituée comme structurant en fait une projection mentale, c'est cette photographie de Stiglitz, qui avait un photographe américain au début du XXe siècle, qui avait fondé une revue, Camera Work. Et dans cette revue, en fait, Stiglitz essaye de comprendre la spécificité de ce médium. Là, vous avez cette fameuse photo qui s'appelle l'entrepont, qui est l'arrivée de migrants aux États-Unis au début du XXe siècle. Et on attribue à cette photographie l'invention d'une structure. C'est-à-dire que la photographie permettrait de structurer le réel, de mentaliser le réel. Chose que n'aurait pas réussi à faire la peinture parce qu'elle serait restée embourbée dans son maniérisme, en quelque sorte. C'est un petit peu l'idée. Et quand on regarde vraiment les grands jalons, vous avez un autre truc important en photographie, c'est la straight photography. C'est la photographie pure, qui est développée par l'américain Edward Weston, avec l'idée que la photographie permet de saisir la pureté du réel, la pureté des formes, dans un espace optique pur, décanter en fait des scories de notre propre perception, de notre propre expérience. Et petit à petit, comme ça, vous avez aussi bien sûr les photogrammes de Man Ray, qui va reprendre un procédé qui existait déjà au XIXe siècle, l'idée de flasher au moment de la révélation dans le bac de la photographie, pour faire des rayographies, la photographie surréaliste, avec cette notion de surréel dont parlera aussi Malraux, où on est bien dans un espace qui se mentalise, en fait. C'est-à-dire que les associations d'idées que provoque la photographie se débarrassent, en fait, du bruit de la peinture. C'est-à-dire que le geste de l'artiste, il y a une redéfinition de la notion de geste. Qu'est-ce que c'est que le geste photographique ? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le geste photographique ? Est-ce que c'est un geste surréaliste ? Donc ça, c'est le travail de Man Ray. Le travail de Denis Roche, qui travaillait sur le reflet avec sa compagne, le travail de texte et de photographie. Qu'est-ce que c'est que le geste photographique ? Le geste photographique se situe dans des choix d'espace, de cadrage, de scénographie, qui vont porter empreinte spatiale de la position du photographe, de son point de vue dans l'espace. Sauf que l'empreinte dont nous sommes en train de parler est une empreinte d'espace. Ce n'est plus une empreinte de relief pictural, ce n'est plus du tout la même empreinte. C'est-à-dire qu'il y a une déqualification de la nature même de l'empreinte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de la photographie, on a quitté l'argentique, qui était encore le reste d'empreinte, finalement. On a quitté l'argentique. Aujourd'hui, on fait des photographies numériques, c'est-à-dire des photographies qui sont basées sur des matrices de chiffres simulant le réel. Et le geste photographique avec un appareil numérique est analysé de la même manière.
qu'un geste photographique fait avec un appareil argentique. C'est-à-dire qu'on est dans une époque qui est une époque de la désubstantialisation. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans ce côté projection mentale de la photographie, c'est qu'on est arrivé à quelque chose qui serait un peu de l'ordre, je vais utiliser sciemment un terme un peu fort, on est arrivé à un espèce d'eugénisme optique. C'est-à-dire que grâce à la photographie, on a commencé à typologiser la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, Doisneau, on connaît tous Doisneau, on adore Doisneau, mais Doisneau est connu pour ses petits garçons, ses petites boutiques dans Paris, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un ordre, j'allais dire une institution du type. On est dans une institution du type. Et il faudrait bien sûr s'arrêter sur la photographie judiciaire à la fin du XIXe siècle, qui a été construite par Duchesne de Boulogne et qui permettait notamment de photographier tous les prisonniers en Algérie. Et il faudrait donc rentrer sur des relations politiques avec la photographie. La photographie est un outil politique qui permet de structurer la société et de faire croire aux gens, en fait, d'énoncer un dictionnaire, en fait, un dictionnaire de l'humanité. Et d'ailleurs, il y a un très beau texte de Roland Barthes qui parle de ça, qui s'appelle « La grande famille des hommes ». La grande famille des hommes, c'est un texte qui fait 5-6 pages, qu'on trouve dans Mythologie, et qui parle d'une exposition qui a eu lieu à Paris, photographique. Et cette exposition de photos, parce que c'est compliqué aussi, c'est compliqué de faire une exposition de photographie, parce que le thème domine. Et dans cette exposition, La grande famille des hommes, Roland Barthes, en fait, critique vraiment cette exposition. Il s'agit de montrer des familles dans tout le monde. Comment fonctionne une famille en Afrique, dans un village, comment fonctionne une famille aux États-Unis, dans un appartement, etc., etc. Et à la fin de ce texte, Roland Barthes critique ce dispositif parce qu'il dit finalement la photographie est détournée et devient un langage politique, c'est-à-dire qu'on place les gens, on place l'humanité dans des fonctionnements catégoriels qu'elle n'est pas. L'humanité est une émotion et le danger de la photographie, c'est la typologie. La photographie est politique. La photographie, c'est de la frontière, c'est du cadre, c'est de la structure. Et cette idée-là, finalement, on n'en entend pas trop parler parce que elle est tellement répandue qu'on n'en parle pas. On fonctionne avec la photographie. La carte d'identité a été inventée au début du XIXe siècle par une compagnie ferroviaire aux États-Unis, qui est la première compagnie à avoir mis des photographies sur des cartes. On a tous une carte d'identité avec notre photographie, mais c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Ce fichage typologique est récent. Alors, dans cette histoire du fichage, vous avez un photographe, je vais m'arrêter sur ça par rapport à l'histoire de la photographie, je m'arrête sur ce truc-là, c'est que, je finis avec ça, c'est que Auguste Sander, qui est un photographe allemand de 1920, donc au sortir de la Première Guerre mondiale, il va avoir cette ambition démesurée de faire ce qu'il a appelé une série qui va s'appeler Les Hommes du XXe siècle. Et donc il demande à chaque artisan dans son corps de métier de poser en portrait plein pied dans son décor professionnel. Et son idée, c'était de faire le tour, en fait, de tout. C'est-à-dire, on était aussi à cette époque-là, il y avait le suprématisme, le constructivisme, on était dans l'idée qu'on pouvait développer comme ça un nouvel ordre. La photographie est vraiment un nouvel ordre industriel imaginaire, quoi. C'est quand même c'est cette idée-là, et on n'en est pas réellement sorti. Alors moi, c'est un petit peu bête et méchant, mais en tant que chercheur en art, j'essaye aussi de trouver la porte de sortie. C'est-à-dire, je me dis, quand on regarde, par exemple, le travail de Cartier-Bresson, qui est donc un photographe très connu, qu'on ne cite plus, la caractéristique de Cartier-Bresson, c'était ce liseré noir. C'est-à-dire que le liseré noir renvoie en fait aux limites du négatif. C'était pour montrer, à cette époque-là, Henri Cartier-Bresson voulait montrer qu'il ne recadrait pas ses photographies et que tout était dans le geste, justement, le geste de photographier. D'accord ? Et à ses étudiants, parce qu'il formait des gens, Cartier-Bresson,
il a inversé le viseur à l'intérieur de l'appareil pour que les étudiants voient la structure de ce qu'ils photographiaient avant de voir le sujet photographié. D'accord ? Alors ça, ce sont des procédés, en fait, qui sont vraiment, intéressants parce que ça renvoie à un nouveau geste photographique. Sauf que, moi j'ai toujours mon petit truc derrière, c'est que je me dis, oui, mais ce geste est quand même beaucoup relié à cette présence de l'appareil qui s'est évidé, qui s'est en quelque sorte absenté et qui n'est plus là. Et la question finalement que je voudrais poser, c'est celle-ci, c'est pourquoi la photographie, c'est d'abord une image, alors qu'en soi, c'est d'abord la reproduction d'un appareil. Pourquoi, en fait, la société nous la propose comme ça? Ça, c'est la question centrale qui m'intéresse, parce qu'à mon sens, on ne peut pas défaire en 2 siècles ce que des vingtaines de siècles de peinture ont mis à construire. C'est-à-dire l'imagination manuelle, l'imagination artisanale. Donc, à mon sens, cette imagination manuelle, elle est restée quelque part. Et dans mon travail de plasticien, donc je fais notamment des sculptures en forme de touches de clavier d'ordinateur sur lesquelles on peut s'asseoir pour regarder des tableaux. Et dans mon travail, j'ai développé aussi un regard photographique sur la réalité en essayant de poursuivre ce qui, dans la réalité, est appareil, là, devant nous. Donc, grosso modo, une espèce d'imagination fonctionnelle qui est devant nous, qui finalement intéresse peu de monde, c'est-à-dire que ça intéresse les designers, mais une personne qui aime les tableaux, si vous voulez, qui aime aller dans les musées, regarder les tableaux, elle ne va pas s'intéresser à ces appareils. Elle va regarder les photographies comme si elle regardait un tableau. Alors que, à mon sens, la partie de l'imagination fonctionnelle qui était dans le tableau et qui n'est plus dans la photographie est aujourd'hui dans ce monde d'appareils. Et donc, si les conséquences de l'invention de la photographie sur l'imagination sont des conséquences de transformation de l'imagination vers une projection mentale et de déperdition d'une partie de l'imagination dans une imagination qui serait en fait plus fonctionnelle. Grosso modo, pour faire simple, le geste de l'artisan peintre et de l'artisan photographe, parce qu'au début, les photographes, c'est des artisans, a quitté le monde de l'image, et on est dans une société qui ne nous le dit pas. Et moi, au fond, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est pourquoi on ne nous le dit pas. Finalement, on évolue dans une... Pourtant, les artistes contemporains en parlent beaucoup. Il y a des artistes qui travaillent sur ça. Par exemple, Philippe Ramette, qui est un artiste qui a été formé à la Villa Arson, à Nice, il y a maintenant pas mal de temps. C'est quelqu'un qui a développé tout un travail sur le trucage et l'appareil de vision. Notamment, il est connu pour ses balcons, donc ce sont des photographies. À prime abord, nous, on voit la photographie, mais on ne sait pas le trucage qu'il y a derrière. Hein. Il y a tout un dispositif qui permet, bien sûr, à Philippe Ramette de tenir debout, notamment des systèmes d'appui. On retrouve le système de l'appui-tête de la chaise du 19e siècle. Et donc, que nous dit Philippe Ramette? En me montrant finalement que ces photographies, il nous dit, on vit dans un monde où il n'y a que des images. Je vais vous montrer aussi un autre artiste par rapport à ça, qui s'appelle Thomas Demande. Voilà. Thomas Demande, il fabrique des décors hyper réalistes, en carton. Donc là, vous avez une salle de photocopieuse, et il la photographie. Et il expose que les photographies. Il fait comme Philippe Ramette. Il expose que les photographies. Parce que ce sont des artistes qui ont compris que pour atteindre un spectateur aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de passer par l'image. Même si on veut parler d'autre chose que l'image. Parce que nous sommes dans une dictature de l'image. Une dictature esthétique de l'image. Et si je veux toucher les structures comportementales de mon spectateur, je dois en fait les cacher pour ne montrer que des images. Ça, c'est une structure esthétique qu'on retrouve chez pas mal d'artistes. Vous avez aussi
Georges Rousse, qui est très connu, qui fait des ronds. Voilà. Alors Georges Rousse, lui, il expose ça, en fait, c'est une photographie, mais en fait, on peut croire que c'est une pastille qui a été peinte sur la photographie, et en fait, c'est un procédé de peinture à l'intérieur même du lieu, en fait. Sauf que l'idée, en fait, c'est que le spectateur d'aujourd'hui, c'est un spectateur qui a du mal à creuser, en fait. Je crois que c'est ça l'idée fondamentale, c'est que les habitudes que la photographie nous a fait prendre, ce sont des habitudes, en fait, de perte de creuset, des habitudes du lisse, des habitudes de la surface. Il y a un philosophe qui a écrit un beau texte comme ça, qui s'appelle « La surface en design », c'est Jacques Rancière. Et je vous encourage à le lire, ce texte. Alors, je voulais aussi, pour finir tout ça, faire une petite intrusion dans le monde du numérique, hein, parce que je pense qu'on ne peut pas parler des conséquences de l'invention de la photographie sur l'imagination sans s'en référer aux technologies numériques. Et il est très intéressant de constater qu'il y a beaucoup d'artistes, y compris ceux qui ne font que des images numériques, qui s'interrogent sur la dépendance de l'image numérique vis-à-vis d'un dehors. Parce que finalement, la question fondamentale, c'est celle-là. Alors ici, vous avez Jeffrey Shaw, qui est un artiste américain, qui s'est fait connaître avec cette installation qui fait vraiment partie des manuels d'histoire de l'art. Elle s'appelle Legible City. En fait, vous mettez sur un vélo, qui est une interface interactive, hein, avec des capteurs, et quand vous roulez, ben, ça déclenche, en fait c'est comme un simulateur de vol, hein, un simulateur de vélo, ça déclenche en fait le mouvement d'une ville qui est en forme de lettre. Vous vous baladez dans la ville en pédalant, d'accord? Donc on est vraiment sur la notion de simulation, sauf que ce qui est intéressant dans cette installation, c'est que le vélo, déjà c'est un vieux vélo, et que ça renvoie vraiment à cette espèce de présence fonctionnelle qui est en dehors de l'image et qui essaye d'y participer. Et je voulais vous montrer aussi un phénomène qui se développe et qui me paraît vraiment symptomatique de tout ça, c'est les fameuses installations immersives. Alors, on nous propose du Cézanne, on nous propose de Van Gogh, les gens ne vont plus dans les musées voir qu'est-ce que c'est qu'un Van Gogh, comment ça tient au mur un Van Gogh, comment ça tient au mur un Cézanne, qu'est-ce que c'est que la touche, la matière, pourquoi Cézanne il a été là à un moment donné dans cette peinture, pourquoi ce morceau blanc de toile renvoie au fait que Cézanne était aveugle à ce moment-là où il perdait la vue et que la touche devenait aussi la matière du tableau. Bref, on quitte tout ça. Par contre, on propose aux gens des immersions, des installations immersives qui vont les initier en fait à la touche de Van Gogh. Alors ici c'est la touche de Van Gogh, mais vous avez aussi la version Cézanne. Donc vous parcourez des grands espaces comme ça, alors qu'au départ on est sur des petits tableaux. Et là on est vraiment sur le truc symptomatique, la question c'est comment faire comprendre à un citoyen numérique la question de la touche du tableau. Il faut transférer la matière dans l'espace. Si on ne transfère pas la matière dans l'espace, c'est-à-dire si on n'utilise pas les habitudes de ce citoyen numérique, habitudes qui sont totalement désubstantialisées, puisqu'on touche des objets qui nous renvoient à des mondes qui sont en permanence jamais là, d'accord? Donc, pour sensibiliser un citoyen numérique à la touche de peinture, je suis obligé de passer par un transfert de l'empreinte de matière dans l'espace, en fait, comme empreinte. Et c'est vraiment symptomatique. Je finirai cette conférence par la référence à un ouvrage que je trouve très intéressant, qui s'appelle « L'image hors l'image » de Frédéric Nérat, qui est un philosophe, chercheur au CNRS. Et pour Frédéric Nérat, pour lui, en fait, une image a forcément un dehors. Donc c'est ce que je disais par rapport à Disdéry tout à l'heure, hein, et c'est ce que je disais par rapport à la touche et au geste du peintre. Lorsqu'une image n'a plus un dehors, comme une image numérique, parce que l'image numérique n'a plus de dehors, en fait, puisque c'est une matrice de chiffres simulant le réel, on peut en venir à s'interroger si c'est encore des images.
Donc, grosso modo, la thèse de Frédéric Nérin, c'est que peut-être aujourd'hui, nous avons perdu l'image. Nous sommes dans un monde, en fait, où ce que nous appelons image n'est plus qu'une espèce d'ersatz, de morceau d'image, en fait. Et on est dans un monde qui est de l'ordre du déficit de l'imagination. Pauvreté de l'imagination, de l'ennui, en fait. On a tellement de choses qu'on ne sait plus quoi en faire, on est dans un monde archi-équipé, on ne sait même plus quoi utiliser, et il y a tellement d'images qui n'ont pas de dehors, qu'on ne sait même plus ce que c'est qu'imaginer. On ne va même plus lire non plus, hein, voilà. Notre génération, nous, on lit, quoi, mais les jeunes ne lisent quasiment plus. Hein. Ils scrollent, ils slident, ils Instagram, ils TikTok, ils Facebook et ça, mais ils lisent de moins en moins. Donc voilà ce que nous dit Frédéric Nérin. Nous souffrons, paraît-il, d'un excès, d'une prolifération d'images, corps soumis à des modèles hygiéniques, hein, donc cette surface lisse en fait, politique spectaculaire, irradiation permanente de notre vie quotidienne par la publicité, réalité virtuelle. Mais s'agit-il encore d'images? Rien n'est moins certain, car une image convoque toujours en dehors. Ce qu'elle présente au regard est toujours comme en dehors d'elle-même. Là, on est vraiment dans ce qu'était la peinture, en fait. Or, notre époque ne souffre-t-elle pas précisément d'un manque de dehors? Il nous faut réinterroger toutes les catégories qui ont servi à définir ce qu'est l'image afin de répondre à ces questions. Après, il dérive un petit peu sur la politique. Qu'est-il arrivé aux images lorsque le capital s'est substitué à Dieu et à l'État? Sont-elles devenues athéologiques et apolitiques? Quel rapport se noue entre les réalités virtuelles et le régime d'immanence sans dehors? Voilà, alors voilà le truc, hein. Le régime d'immanence sans dehors que construit notre capitalisme hyper spectaculaire. Quelle politique, quel art serait capable de s'y opposer? Je vous remercie. Alors, s'il y a des questions, je vais peut-être vous laisser le micro, comme ça sera plus simple. Voilà. Je ne sais pas.